Je suis ravie d'animer à vos côtés pendant ces quelques heures le forum du plan climat air énergie métropolitain. On va recevoir beaucoup d'intervenants. Alors juste pour vous donner quelques détails techniques qui vont vous aider lors de ces 2 heures. La première chose, c'est que vous pouvez vous mettre en Wi-Fi. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est en 4G en fait. En vous mettant en 4G, vous aurez une meilleure connexion et notamment pour le streaming. Donc si vous avez un souci, vous réactualisez votre page et vous passez en 4G. Ensuite, j'ai autour de moi une équipe technique, des cadreurs, des régisseurs, des personnes qui vont s'occuper de la partie chat pour pouvoir me transmettre vos questions, puisqu'il y aura beaucoup de questions-réponses entre nous. On va essayer d'être dans l'interactivité malgré la distance. Et puis les intervenants qui ne peuvent pas être tous en même temps sur ce plateau pour des questions évidemment de sécurité, de protection sanitaire. Donc on va les appeler les uns après les autres. Voilà. Ne m'en veuillez pas s'il y a certains moments où je rentre, je sors. On fera ça vraiment entre nous puisque c'est la famille qui se réunit. Alors, ce forum, il est évidemment très important. Il est habituellement fait sur une journée avec beaucoup d'interactivité entre vous, avec des ateliers, avec énormément d'intervenants. On a essayé de concentrer ce temps-là. Quand vous aurez des questions-réponses à nous transmettre, ne pensez surtout à vous mettre non pas en plein écran, mais à enlever le plein écran, ce qui vous permettra de voir apparaître sur le côté de votre écran la partie chat. Comme ça, vous verrez les questions et nous pourrons aussi nous les voir également. Elles ne pourront pas être toutes traitées, vous le comprenez bien, en 2 heures, mais surtout posez toutes vos questions, y compris techniques. Vous retrouverez une partie des réponses sur le site dédié aux partenaires. Et nous essaierons d'en traiter évidemment quelques-unes en direct avec les intervenants. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour qu'on passe 2 heures absolument extraordinaires ensemble pour parler évidemment du climat, de notre planète et de l'engagement de la métropole et des partenaires autour de ce plan climat. Sans plus attendre, pour une ouverture officielle, nous allons accueillir Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole. Il me rejoint tout de suite. Il arrive. Et je lui laisse la place. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Bonjour. On est ravis que vous soyez avec nous. Je sais que votre agenda est très chargé. Donc, c'est toujours impressionnant et agréable que vous preniez le temps de nous dire quelques mots sur ce forum. Merci beaucoup. Écoutez, pour moi, c'est évidemment un plaisir. C'est un plaisir d'être là, d'être avec vous. Je vous salue toutes et tous, les maires, les adjoints aux maires, les conseillers délégués, les représentants du monde économique, les représentants des acteurs de l'habitat, du logement. J'ai vu beaucoup de monde, les citoyens, les associations de quartier. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui à avoir accepté tout simplement de prendre du temps ce matin pour contribuer et pour être des acteurs et des actrices du forum du plan climat air énergie métropolitain. L'enjeu est lourd pour nous, il est fort. Nous connaissons aujourd'hui les enjeux du dérèglement climatique qui s'opèrent plus fortement encore dans notre région, dans les Alpes, avec des vitesses d'augmentation de la température 2 fois plus rapides qu'ailleurs. Donc nous sommes encore plus sensibilisés. Et nous devons agir et agir fortement, tout simplement, pour que nous puissions atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est notre enjeu et il faut évidemment ne perdre aucune minute pour pouvoir conduire cela. En tout cas, moi, c'est mon engagement profond. Mais la question du changement climatique, la question tout simplement du plan air, énergie, climat ne peut pas se regarder sans finalement considérer que tout le monde doit être dans le mouvement. Chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque habitante, chaque habitant, quel que soit son lieu d'habitation, quel que soit son rôle, quel que soit son métier, quel que soit finalement, je dirais, son mode de vie, tout le monde doit être dans cette dynamique-là. Ça veut dire comment nous faisons un plan air, énergie, climat inclusif qui permet à chacun, chacune et chacun, tout simplement d'être acteur de cette dynamique-là. C'est un véritable sujet de justice sociale parce que la question climatique ne doit pas être en plus un sujet d'augmentation des inégalités et de faire en sorte que finalement des citoyennes et des citoyens soient tout simplement dans cette dynamique mis sur le bord du chemin. Donc comment nous arrivons à impliquer tout le monde et comment nous arrivons à accompagner
ces grandes transformations qui vont être à l'œuvre dans ce territoire, comme ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas nous dans ce territoire. Donc voilà l'enjeu. Et évidemment, nous avons besoin qu'il soit le plus participatif possible, parce que même si le travail qui a été mené par les élus ici et l'ensemble des acteurs dans le travail qui a été mené depuis plusieurs années, évidemment, il nous manque une dimension qui est forte et puissante, c'est tout simplement cette mise en mouvement. Et cette mise en mouvement passera par vous et passera par nous, au sens du collectif. Donc moi, j'ai confiance dans cette dynamique-là, mais vous pouvez évidemment compter sur moi pour porter toujours cette ambition politique-là, parce que j'y crois et parce que c'est forcément nécessaire pour la cohésion de notre territoire et finalement nos modes de vie demain. Conjuguer la lutte contre le changement climatique, conjuguer la justice sociale, conjuguer le développement économique de notre territoire, conjuguer son attractivité, ne sont pas incompatibles. À nous de trouver ces compatibilités tout en étant extrêmement ambitieux sur justement les objectifs à atteindre. Merci, belle matinée. Désolé de ne pas rester avec vous, mais en tout cas, évidemment, de tout cœur avec vous dans cette belle dynamique. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci très bonne journée. Merci. À bientôt. À très bientôt. Une ambition forte, effectivement, qui vient d'être posée. Alors, nous allons, dans cette première partie, faire un point sur les démarches qui sont en cours et notamment, nous allons démarrer par les résultats de l'Observatoire du plan climat. Et pour cela, je vais appeler à mes côtés, tout en gérant les slides qui sont avec nous, je vais appeler Gladys Marie, elle est correspondante territoriale Sud-Isère pour Atmo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de votre présence pour éclairer finalement pour nous tous déjà le rôle de cet observatoire et peut-être faire un point sur les résultats l'année écoulée. Donc, bonjour à tous, je vais effectivement vous présenter les résultats de l'Observatoire du plan climat air énergie métropolitain pour l'année 2018. Cet observatoire nous permet chaque année de faire le point sur les consommations et les émissions du territoire afin d'avoir un point d'avancement et de mettre en place éventuellement des actions complémentaires pour atteindre nos objectifs. Les données qui vous sont présentées sont corrigées de la rigueur climatique afin de pouvoir comparer les années entre elles. Et donc cet observatoire est suivi par Atmo, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat. Très bien, merci pour cette introduction. Alors ces résultats, on va parler des résultats 2018, parce que j'imagine qu'il y a un temps évidemment de compilation et on ne peut pas avoir les résultats de cette année qui n'est pas encore fini d'ailleurs. Exactement. Et on a décidé de le faire sous forme de quiz. Voilà, donc à vous de jouer aussi avec nous. N'oubliez pas, vous sortez du plein écran, comme ça vous avez la fenêtre qui s'affiche à vos côtés sur la partie droite de votre écran et vous pouvez voir non seulement les questions, mais en plus, évidemment, y répondre. Je vais donc afficher la première question. Depuis 2005, quel est le secteur qui a le plus contribué à la réduction des émissions à effet de serre sur notre territoire? Et vous avez 4 choix, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est le résidentiel, le tertiaire ou le transport? Voilà, j'attends quelques instants que vous soyez tous à jour de vos réponses et on va me donner en régie les résultats. On attend encore un tout petit peu, le temps que, évidemment, la technique puisse basculer et que vous ayez surtout tous répondu. Je vérifie sur l'écran de contrôle qui est à mes côtés à quel moment on va pouvoir avoir ces résultats. Encore quelques instants avant l'affichage. Ok, alors... est-ce que la régie peut me dire quel est parmi les 4 celui qui vient en premier? L'industrie, 62%. 62%. Vous êtes 62% à avoir cliqué sur l'industrie. Alors, réponse. Donc effectivement, l'industrie, en divisant par 2 ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2005, est le secteur qui a le plus contribué à la réduction globale sur le territoire. Cette réduction globale, quant à elle, est de moins 29% pour un objectif que nous visons à 2030 de moins 50%.
Il va donc falloir que les efforts s'accentuent sur l'ensemble des différents domaines, que ce soit le résidentiel, le tertiaire ou les transports, qui représentent actuellement encore respectivement 40% et 28% des émissions de gaz à effet de serre qui restent sur notre territoire. Il va donc falloir une mobilisation générale des politiques publiques et des citoyens pour mener à bien ces actions et continuer cette progression d'ici 2030. Voilà, et on a bien sûr à l'écran, pardon, je vous interromps Gladys, mais on a à l'écran un slide qu'on aimerait voir aussi pour que les informations soient partagées. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter du coup que nos leviers d'action sont principalement la sobriété et l'efficacité énergétique et la transition vers des sources d'énergie décarbonées. Très bien. Question numéro 2. C'est parti. Depuis 2005, de combien ont diminué les consommations d'énergie sur Grenoble-Alpes Métropole? J'ai le cadre qui est juste en face de l'écran. Donc voilà, j'ai les résultats. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30? Ou est-ce que c'est 40? Pareil, on vous laisse quelques instants pour voter. On espère d'ailleurs que ça va être le maximum, hein, parce que l'objectif, c'est bien de les diminuer, ces consommations. Quelle ambition! J'attends encore un petit peu que la régie me donne le résultat, qui semble se détacher. Voilà. Bon. 31 votes pour 20%. 31 votes pour 20%, c'est-à-dire la majorité pour 20%. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on est en phase? Alors, on va vérifier aussi techniquement que vous nous recevez bien. Donc, pendant que Gladys continue sa démonstration, 20%, c'est la bonne réponse? Eh bien, c'est la bonne réponse. Je vois que les gens qui nous suivent connaissent le sujet. Donc, effectivement, en 2018, nous en sommes à 20% de réduction des consommations par rapport à l'année de référence 2005. Moins 40%, effectivement, ça serait l'idéal, mais c'est l'objectif que nous nous fixons d'ici 2030 grâce à un plan d'action assez détaillé. La trajectoire actuelle est cohérente avec l'objectif. Néanmoins, depuis 2018, on observe une légère hausse des consommations sur le territoire, notamment liée à la reprise de l'activité industrielle. Cela met à nouveau en évidence notre dépendance à ce secteur pour atteindre nos objectifs. Du coup, nous allons devoir redoubler d'efforts sur les autres secteurs pour pouvoir atteindre cet objectif de moins 40%, notamment dans le résidentiel et le tertiaire grâce à la rénovation énergétique des bâtiments et la construction de bâtiments à énergie positive, dans les transports en repensant nos modes de déplacement afin de réduire les volumes de trafic sur l'ensemble de la métropole, dans l'industrie en continuant la rénovation des process et l'amélioration des méthodes de production, et puis de façon beaucoup plus générale en sensibilisant nos citoyens sur le sujet et en adaptant nos modes de vie et de consommation dans cet objectif. Ce qu'on comprend en fait en vous écoutant, c'est que finalement, on est vraiment tous en interdépendance pour arriver à atteindre les enjeux et les objectifs qui nous sont fixés. Oui, exactement. Et quand effectivement on a une reprise économique ou une reprise industrielle qu'on nous souhaite, oui. Il faut absolument que nous soyons co-solidaires et que tout le monde joue le jeu de cette réduction. Exactement. Très bien, parfait. Troisième question pour vous dans la salle. Quelle énergie renouvelable a produit le plus sur notre territoire en 2018? Vous avez 4 choix. Est-ce que c'est l'hydroélectricité? Est-ce que c'est le bois énergie, l'énergie de récupération ou le solaire photovoltaïque? Voilà, quelques instants pour vous et la régie pour nous donner les infos. C'est toujours intéressant de se réinterroger sur, non pas tellement une connaissance, mais plus sur une perception, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la perception quand on veut travailler sur ces enjeux-là. Est-ce qu'on a une valeur qui émerge parmi les 4? 63% pour l'hydroélectricité. 63% pour l'hydroélectricité. Eh bien, effectivement. Carton plein. Bravo. Nous n'avons pas fait de questions pièges. Donc, je vois que les personnes qui suivent on connaissent bien le sujet. Donc, effectivement, l'hydroélectricité, donc la production d'électricité grâce au barrage, est l'énergie renouvelable qui a le plus produit sur le territoire en 2018, avec environ 40% de l'énergie produite via cette énergie renouvelable. Néanmoins, son potentiel de développement a déjà été bien exploité et sa production est dépendante des précipitations.
En parallèle, de nombreuses actions sont menées pour développer notamment les énergies de récupération. Donc, on entend par énergie de récupération la récupération de chaleur émise lors de l'incinération des ordures ménagères, par exemple, ou d'énergie issue d'industrie. Par exemple, on a eu le raccordement de la plateforme Solvay à Pont-de-Claix au réseau de chaleur urbain fin 2018. Les autres énergies renouvelables dont on entend souvent parler, comme la géothermie, le photovoltaïque ou le solaire thermique, doivent continuer leur développement, mais ne représentent actuellement que 3% de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Dans le cadre du plan climat, notre objectif est un objectif d'une part d'énergie renouvelable dans notre consommation. Donc cet objectif, il est de 30%. On doit avoir 30% de nos consommations qui sont couvertes par de la production d'énergie renouvelable. Nous en sommes actuellement à 21%, donc la tendance est bonne, mais nous devons intensifier nos efforts. Pour ça, on a deux leviers d'action. D'une part, réduire nos consommations, comme présenté précédemment, et donc d'autre part, augmenter les énergies renouvelables qui viendraient permettre de couvrir ces besoins minimaux qui restent sur le territoire. Et donc, pour ce faire, l'énergie renouvelable qui apparaît comme le volet principal d'action avec encore du potentiel sur le territoire et le bois énergie, grâce notamment au développement du réseau de chaleur et des chaufferies collectives performantes. Et dans chaufferie collective performante, le performante est important, exactement, je crois. Ce mot a une importance. Oui, je me souviens bien. Ok, très bien. On va passer à la prochaine question. C'est la dernière. La qualité de l'air, les particules fines sont le polluant qui a le plus d'impact sur la santé. Alors, vrai ou faux? Je pense que vous allez faire un sans faute derrière vos écrans. On va laisser quelques instants, là aussi pour avoir nos réponses. Voilà, le temps que les résultats montent en régie et me soient transmis, et puis le temps que vous votiez surtout. 95% de oui. 95% de oui, mais où sont les 5%? Il faut aller les chercher, ceux-là. Alors, les 5% n'ont pas complètement faux. Effectivement, le sujet de toute façon de l'impact sur la santé, de l'impact sanitaire est complexe à approfondir au niveau de la pollution atmosphérique. Néanmoins, on peut considérer que les particules fines sont effectivement le polluant qui a le plus d'impact sur la santé à long terme, sur une exposition, on va dire, chronique. C'est également le polluant sur lequel nous devons intensifier nos efforts sur le territoire. Pour un objectif de réduction des particules fines de moins 60% à 2030, nous en sommes qu'à moins 24%. Le levier principal d'action sur ce polluant sur le territoire est la primaire bois pour inciter nos citoyens à remplacer leurs équipements de chauffage individuels non performants par des équipements beaucoup plus performants et de revoir leur pratique d'utilisation justement du chauffage au bois de manière individuelle. Pour les autres polluants sur lesquels nous avons des objectifs d'ici 2030, nous sommes sur une bonne lignée pour les oxydes d'azote qui sont principalement émis par le transport routier et nous avons quasiment atteint notre objectif pour les composés organiques volatiles. Néanmoins, tous les efforts sont quand même à poursuivre au quotidien pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons tous et pour pouvoir offrir à nos citoyens un cadre de vie agréable au niveau de la métropole et dans l'idéal, d'ici 2030, arriver à respecter les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Très bien, merci pour ces précisions et cette expertise et puis ces résultats de l'observatoire. Je vais le faire en live. Je vais aller voir s'il y a des questions qui sont déjà remontées de votre part. A priori, on me fait signe que non. Oui. Je leur indiquer que c'est à la place du sondage, c'est ouvert, les questions sont ouvertes. Alors, c'est vraiment en live pour le coup. À la place du sondage, maintenant, vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. On va s'assurer que ça fonctionne déjà pour vous. Donc voilà, le sondage a été enlevé. Maintenant, vous pouvez accéder à cette partie-là. Donc, je vais peut-être vous laisser le temps de poser des questions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir justement pour clôturer cette partie. On verra s'il y a quelques questions juste après. On va retrouver pour quelques mots de contexte et d'enjeu Pierre Véry, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé de l'air, de l'énergie et du climat. Et il nous arrive tout de suite. Oui. Très bien. La porte s'est ouverte, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, on va aller le chercher. Et si vous avez des questions, on les prendra juste après. Comme ça, on évite de vous garder à l'écran sans rien faire. Je pourrais danser, mais je ne suis pas sûre que ce soit le propos aujourd'hui. Bien, Pierre Véry. On va aller le chercher. Il est dans une salle à côté, puisque je vous ai dit qu'on était en
en conditions évidemment un peu exceptionnelles en ce moment. Donc pour garantir la sécurité et la protection de tous, on s'est répartis à l'étage, chacun dans des salles, et les intervenants viennent au fur et à mesure sur ce plateau. Voilà. Alors, je crois qu'il est à 50 mètres. Je peux préciser sinon certains éléments de contexte bien qui sûr, nous sont très posés en volontiers. question. Alors j'anticipe peut-être une question. Non mais très volontiers. Je demandais juste à la régie de revenir sur votre image. Voilà, c'est bon, c'est fait. Très bien. Donc souvent la question qui nous est posée, c'est par rapport à toutes ces évolutions, quelle a été l'évolution justement de contexte. Donc, si on remet en contexte, on a effectivement une part de baisse de l'activité industrielle pour amener à une baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais on a surtout l'optimisation des différents process. En parallèle, on a une augmentation des surfaces chauffées du résidentiel et du tertiaire et une augmentation des distances parcourues par les transports. Donc les baisses que l'on observe sont plutôt encourageantes parce qu'elles sont couplées plutôt à un développement, que ce soit d'un point de vue résidentiel et tertiaire ou des transports. Donc voilà, c'est quand même des résultats encourageants par rapport au développement de la métropole. Est-ce que vous avez beaucoup de questions techniques qui vous sont posées sur ces résultats? Oui, on a beaucoup de questions techniques. Elles seront répondues via une plateforme technique à l'issue de ce forum Plan Climat. Donc, si les personnes ont des questions plus approfondies, vous pouvez les poser via le chat et on vous répondra avec l'ALEC sur des questions techniques d'évaluation de cet observatoire. Ok, ça marche. Très bien. On va accueillir Pierre Méry tout de suite et je vais lui laisser la place. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Donc, on a fait le point sur les résultats. Vous avez entendu à distance. Juste à côté. Juste à côté. C'est ce que je disais, le temps qu'on aille vous chercher. Tout à fait normal. Donc, vous avez quelques informations pour compléter et puis pour clôturer ce sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être avec vous. Le temps de traverser les couloirs de l'hôtel métropolitain. Donc, nous avons fait cette première séquence sur l'observatoire du plan énergie-climat. Donc, vous l'avez constaté, la baisse des émissions de gaz à effet de serre du territoire continue à suivre donc une bonne trajectoire. Le chiffre de moins 29% entre 2005 et 2018 est encourageant. On a observé une très légère augmentation en 2018 par rapport à 2017, à climat normalisé, c'est important de le rappeler. Tout ceci nous démontre, c'est important, que c'est grâce au secteur de l'industrie que nous avons fait effectivement ces progrès et que la trajectoire est bonne. Donc, ce constat confirme la nécessité d'intensifier les efforts sur les autres secteurs, notamment le résidentiel et transport, pour lesquels les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Il faut aussi noter que cette situation 2018 ne rend pas compte des évolutions récentes, notamment en matière de production d'énergie renouvelable. L'amélioration du mix énergétique est un des enjeux de notre plan climat et énergie métropolitain, et notamment sur le réseau de chaleur principal. Nous venons cet hiver de mettre en service la centrale Biomax, qui va permettre d'atteindre 85% d'énergie d'origine renouvelable sur le réseau de chaleur. C'est le premier réseau de chaleur de France qui a atteint ce niveau d'énergie renouvelable. Et en conclusion, en matière de qualité de l'air, vous l'avez compris, la baisse est également confirmée pour l'ensemble des polluants suivis, avec une vigilance particulière qui doit être accordée à la question des particules fines, dont le rythme de baisse est insuffisant au regard des objectifs 2030. Le levier principal d'amélioration en matière de qualité de l'air reste la prime air-bois. Nous avons bien évidemment également la zone à faible émission qui est mise en service et mise en place pour les véhicules utilitaires légers. Une réflexion, je sais que c'est une question qui a été posée, une réflexion est en cours sur une ZFE tout véhicule, mais bien évidemment, vous comprenez que l'enjeu est colossal, plus de 200 000 véhicules à changer. Donc, nous aurons besoin de tous les efforts et notamment des efforts de l'État pour nous accompagner si d'aventure nous mettions en œuvre cette mesure qui est en discussion aujourd'hui à l'échelle de la métropole. Voilà. Je conclus donc pour cette première séquence. J'ai juste une question. Je vous en prie. Pour tous les deux, d'ailleurs, je ne sais pas qui. Quelqu'un a posé la question de pourquoi on a 2005 en année de référence. Gladys, peut-être? Alors, 2005, pourquoi 2005 l'année de référence? Parce que la métropole de Grenoble, qui était une communauté d'agglomération en 2004, a été la première communauté d'agglomération à mettre en œuvre un plan climat, qui est devenu plan climat air et ensuite plan climat air énergie métropolitain. Donc, c'était 2004 l'année de lancement. Et donc, notre année de référence, c'est 2005. Il va falloir qu'on recale d'ailleurs nos modèles par rapport à 90, qui est l'année de référence nationale et européenne. Et ça, c'est en cours
mais je vous le dirai dans une deuxième phase. Très bien, merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions sur l'Observatoire Plan Climat. Je vous propose de quitter la salle et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Très bien. Et je vous en prie, et je vais en profiter puisque la question a été posée, donc je suis animatrice tout simplement, et j'ai été mandatée par l'équipe de la métropole qui s'occupe de cet événement pour être là à vos côtés et gérer la totalité des échanges. Voilà pour la question qui a été posée également. Alors, vous le savez, un des enjeux du plan climat, c'est de transmettre les informations, d'accompagner tous les acteurs dans leur démarche pour permettre un meilleur engagement de ces acteurs. Alors, pour tout connaître de ce mécanisme, pour ceux qui ne sont pas encore engagés, et pour les partenaires qui le sont déjà, mais qui vont voir évoluer ce mécanisme d'engagement, nous allons accueillir pour en parler Maury Bottero, Maude Obels et Agnès Banazuc, toutes les trois de l'ALEC. Bonjour. Bonjour. Je sors du champ pour vous laisser en liberté. Pour autant, je continuerai à vous poser des questions. Voilà, d'ici. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Je rappelle que dans le public, vous pouvez évidemment poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent directement dans la partie chat. Alors, vous êtes toutes les trois conseillères de l'Agence locale de l'énergie et du climat, qu'on appelle l'ALEC, et vous êtes en charge de l'accompagnement des acteurs, notamment les communes qui sont engagées dans le plan climat. Alors, peut-être que pour commencer, on pourrait dresser un bilan rapide de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Oui, volontiers. Donc, un plan climat existe sur notre territoire depuis 2005. Depuis 2005, il est porté par la métropole, mais pas seulement, puisque des partenaires sont engagés à ses côtés et mettent en œuvre chacun à leur échelle des actions. Sur la période dernière, 2015-2020, nos partenaires étaient essentiellement des communes, 21 communes qui représentaient 85% de la population métropolitaine. Donc pour s'engager, les communes avaient plusieurs choix de parcours. 3 communes ont choisi le parcours 1, à savoir elles ont dit adhérer au plan climat. 8 communes ont choisi le parcours 2 en adhérant et en se fixant un plan d'action. Et 10 communes ont choisi le parcours 3, adhérer, se fixer un plan d'action, mais aussi se fixer des objectifs quantifiés pour 2020. Ces communes ont mis en place des actions qui sont extrêmement riches et diverses et que vous pourrez consulter dans leur fiche de suivi. Et elles ont joué le jeu d'une réelle coopération de réseau qui nous est chère avec des échanges de bonnes pratiques, du partage d'informations, mais aussi du temps de travail collectif. Le résultat de certaines de ces actions est visible sur le suivi des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine communaux. Donc pour les communes qui étaient engagées en parcours 3, ces 10 communes-là, ce suivi, on l'a effectué avec elles sur l'ensemble de la période et on peut vous en donner les résultats. Entre 2014 et 2019, les consommations énergétiques ont baissé de 12,5%, ce qui laissait à la fin de l'année 2019 une marche encore conséquente à franchir pour atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés à horizon 2020, qui consistait en une baisse de 15,4% des consommations énergétiques sur l'ensemble de leur patrimoine. Cet écart il s'explique par des objectifs qui étaient fixés de manière très ambitieuse en début de période et à l'aide d'un outil prospectif qui avait lui-même ses limites techniques et notamment qui rendait l'atteinte des résultats très dépendante de certains grands projets qui avaient été imaginés en début de période. Et un autre facteur est venu influer sur ce difficile effort de maîtrise de l'énergie, c'est la croissance démographique, qui a été de plus 0,2% entre 2012 et 2017 sur la métropole. Donc, qui dit plus de population dit évidemment un plus grand besoin d'infrastructures, une plus grande occupation des locaux communaux et donc plus de consommation énergétique. Pour autant, si on regarde la dynamique chez ces partenaires, on se rend compte qu'elle est plus favorable que sur l'ensemble du territoire métropolitain, où la baisse des consommations a été de moins 8% seulement depuis 2014. Si on s'intéresse au nerf du problème, maintenant, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions liées au patrimoine de ces 10 communes-là sont elles aussi en forte baisse, une baisse de moins 25,3% depuis 2014, qui dépasse largement les objectifs qu'elles s'étaient fixés à horizon 2020, à savoir de manière agrégée moins 20% des émissions liées à leur patrimoine. Cette diminution s'explique par plusieurs facteurs, l'important effort de maîtrise de l'énergie, dont on a parlé précédemment, mais aussi l'utilisation de sources d'énergie moins émettrices,
à savoir un recours au chauffage urbain, la conversion des chaudières fioul, la création de chaufferies bois, voire de réseaux de chaleur bois dans les communes, et évidemment le travail entrepris sur les flottes de véhicules avec moins de diesel et plus d'électrique. Ici encore, on se rend compte que cette dynamique chez les partenaires est beaucoup plus favorable que sur l'ensemble du territoire, puisque sur l'ensemble du territoire, les diminutions sur ces mêmes années, donc depuis 2014, sont de moins 11%, avec une baisse largement portée, comme vous l'a dit Gladys, par le secteur industriel. Ce qu'on peut retenir donc de cette précédente période, c'est avant tout une dynamique très favorable qui témoigne de la mobilisation des communes et de leur effort à se montrer particulièrement exemplaires. Et comme je vous l'ai dit, ces chiffres qui vous ont été présentés ne reflètent pas l'entièreté des actions communales, puisque certaines sont entreprises sans suivi chiffré sur le patrimoine de l'ensemble des partenaires, mais aussi en dehors de ce périmètre du patrimoine, avec des actions pour la consommation locale, l'adaptation au changement climatique et la mobilisation évidemment des habitants. Ces efforts-là vont être à poursuivre et à amplifier pour cette nouvelle période qui s'annonce et qui s'ouvre 2020-2026. Et on se rend bien compte que les communes, de par cette position exemplaire et aussi de par leur rôle auprès des acteurs du territoire, vont avoir une fonction de locomotrice à jouer pour cette nouvelle période. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce bilan, Maury. Aujourd'hui, il y a des évolutions dans ce mécanisme d'engagement. Donc, comment on reste engagé pour les communes qui le sont déjà? Comment s'engager pour celles qui ne le sont pas encore, qui ne sont pas encore partenaires? On verra d'ailleurs que partenaires, ce n'est pas que les communes, mais pour l'instant, on parle de ça. Et surtout, comment on accélère ensemble? On a des éléments de réponse avec Maude. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pour l'engagement de nouvelles communes, parce que là on va surtout parler des communes et le réengagement des communes qui étaient déjà partenaires, on a imaginé un nouveau cadre d'engagement. Alors, ce cadre d'engagement, il court jusqu'en 2026. Et en fait, maintenant, il y a désormais un seul parcours. Avant, il y avait 3 parcours, comme vous l'a expliqué Maury. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et en fait, l'ambition des communes, elle transparaît à travers leur plan d'action. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce cadre qu'on a imaginé, on l'a imaginé à la demande des communes qui voulaient un dispositif un peu plus encadrant et un peu plus guidant. Et c'est aussi important pour nous que dans cette nouvelle période, les plans d'action soient homogènes et portés collectivement par les partenaires. Ce nouveau plan climat, il a des nouvelles ambitions. Alors, on peut par exemple dire que on vise moins 50% d'émissions locales de gaz à effet de serre par rapport à 2005 et moins 40% de consommation d'énergie finale. Et concernant la qualité de l'air, on vise les recommandations de l'OMS. Très bien. Vous avez fait évoluer, j'imagine, également les documents, les outils qui sont utiles à cet engagement pour mieux soutenir aussi les partenaires. Vous le disiez, ça a été fait dans la co-construction et pour les aider à formaliser leurs actions. Alors, on a 2 documents cadres. Il y a certaines communes qui sont déjà au courant parce qu'on est en ce moment en train d'aller les voir pour leur expliquer. Donc, pour celles qu'on est déjà allées voir, je m'excuse, il va y avoir une petite redite. Mais voilà, c'est pour les autres aussi qui ne sont pas forcément engagés ou qu'on n'est pas encore forcément allé voir. Donc, ces 2 documents, il y a d'abord le catalogue d'actions. Alors, ce catalogue d'actions, en fait, c'est tout simplement une liste d'actions pour guider les communes, pour les inspirer, dans lesquelles elles vont aller piocher pour construire leur plan d'action. Donc, il n'a pas vocation à être exhaustif, mais il est quand même déjà assez dense. Il est organisé en 5 axes qui, en fait, reprennent la construction du plan d'action métropolitain. Donc, le premier axe, s'adapter au changement climatique. C'est un axe important qui a pu être un peu négligé jusque-là et qui est plus difficilement mesurable, mais qui est très important. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, préservation de la biodiversité, lutte contre l'artificialisation des sols, la nature en ville, tout ce genre de choses. L'axe 2, qui est plus connu, qui est agir pour la transition énergétique et l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, ça va être tout ce qui est évidemment énergie renouvelable, isolation, mobilité, etc. L'axe 3, valoriser les ressources du territoire, tout ce qui est en lien avec notamment l'alimentation et l'agriculture. L'axe 4, la mobilisation des acteurs et la gouvernance interne, parce qu'on souhaite que ce plan climat soit porté collectivement au sein des communes.
Et l'axe 5, renforcer l'exemplarité interne, donc c'est tout ce qui est en lien avec le patrimoine et les compétences des communes. On peut citer par exemple l'éclairage public. Alors le deuxième document, en fait, c'est la charte d'engagement. Donc le premier document, il sert à construire son plan d'action. Le deuxième, en fait, une fois que le plan d'action est construit, il est traduit dans cette charte d'engagement et c'est sur cette charte que les communes vont s'engager. Donc pour s'engager, on souhaite d'abord qu'elles échangent avec nous. En fait, on est là pour les accompagner dans la construction du plan d'action avant la signature de cette charte. On souhaite que tout ce travail soit collaboratif, comme je disais, au sein de la commune, en mobilisant des élus et des agents. Et on souhaite que ce plan soit porté collectivement, comme je le disais. Alors, les sous-actions qui seront ensuite les sous-actions du catalogue qui seront ensuite traduites dans la charte. Donc, il y en a 3 types. Le premier, c'est les sous-actions socles. Alors, les sous-actions socles, c'est en quelque sorte des sous-actions qui sont précochées, en fait, qui sont obligatoires. On considère que tout partenaire du plan climat doit mettre en œuvre ces sous-actions. Elles sont efficaces et en même temps accessibles. Donc, c'est pour ça qu'on les précoche en quelque sorte. Donc, ça va être par exemple relayer les dispositifs métropolitains auprès des habitants ou tout ce qui est en termes d'organisation interne. Ensuite, il y a les sous-actions réglementaires. Alors ça, c'est les sous-actions qui, en fait, sont écrites dans la charte, mais en fait, elles sont obligatoires, mais pas par le plan climat, elles sont obligatoires par la loi ou par des documents de planification, mais on les fait apparaître pour montrer la cohérence de l'ensemble et les efforts qui sont faits dans certains domaines où déjà les documents de planification imposent beaucoup de choses. Et ensuite, les sous-actions volontaires, donc, qui sont celles que toutes les communes vont choisir, sachant qu'il est bien entendu possible d'ajouter des sous-actions qui n'apparaissent pas dans le catalogue, parce que chaque commune a ses spécificités. Très bien. Je crois qu'il y a il y a un processus d'engagement sur lequel on peut peut-être revenir quelques instants. Oui, alors comment ça va se passer? Donc nous, on va voir les communes en ce moment et on les aide à travailler leur plan d'action. Ensuite, une fois que ce plan d'action est arrêté, on le met en forme. Donc dans la charte, c'est la métropole qui met en forme ce document. Et ensuite, c'est sur ce document que la commune va délibérer. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une signature publique par l'élu référent ou par le maire de cette charte. Et ensuite, cet engagement pourra être valorisé à la fois au niveau métropolitain et au niveau communal. Très bien. Il y a d'autres outils, je crois, qui font partie du dispositif justement et de la démarche, du mécanisme d'engagement. Voilà, effectivement. Alors, une fois que vous en êtes là, vous avez passé l'étape de la construction stratégique et il s'agit maintenant de mettre en œuvre. Pour ça, pour vous aider dans cette phase, on vous prépare plusieurs outils. Donc tout d'abord un outil de suivi qui va s'adresser à tous les partenaires. On va proposer à travers cet outil des indicateurs pour mesurer la mise en œuvre de chacune des mesures que vous aurez choisies. Et tout en vous aidant bien sûr avec un accompagnement humain pour réaliser ce suivi. Le deuxième outil, ce sera un outil de quantification qui sera lui seulement proposé aux partenaires volontaires qui souhaitent se lancer dans cette démarche et qui permettra d'estimer les résultats qui peuvent être attendus de votre plan d'action pour vous donner une ligne directrice et vous fixer des objectifs. On vous proposera également une mallette avec les dispositifs métropolitains que vous pourrez mobiliser sur ces thématiques et un site internet dédié aux partenaires dont Agnès va vous parler. Pour revenir très rapidement sur un calendrier, ces outils sont issus d'une démarche de co-construction qui a été assez longue. 2 d'entre eux sont déjà disponibles, la charte d'engagement et le site internet. Et les prochains vont arriver très rapidement, à savoir le catalogue d'action qui sera finalisé d'ici fin janvier, la mallette que vous recevrez durant le premier trimestre 2021 et les outils de quantification et de suivi qui seront finalisés pendant le premier semestre. Mais au-delà de ces aspects techniques, cet engagement dans le plan climat, c'est avant tout une opportunité pour vous, communes, puisque ça vous donne un cadre pour mener à bien vos actions ambitieuses. Ça vous permet de bénéficier d'un accompagnement de la part de la SPL ALEC pour vous aider à mettre en œuvre ces actions, un accompagnement qui est offert par la métropole à chacun des partenaires, avec une conseillère dédiée qui s'occupe de chaque commune et qui va vous aider à définir, à mettre en œuvre et à suivre votre plan d'action.
Ça vous permettra aussi de bénéficier des outils qu'on met à votre disposition, de profiter des retours d'expérience des autres communes partenaires et de participer à cette mobilisation collective et enfin de valoriser en quelque sorte les actions que vous menez en les inscrivant dans cette démarche collaborative. Très bien. Alors effectivement, beaucoup d'outils à disposition et surtout un accompagnement de votre part pour faciliter les actions, informer et animer le réseau des partenaires. Il y a aussi donc un site internet qu'on appelle entre nous une plateforme, Agnès, totalement revue, une refonte complète qui va mieux coller aux besoins et aux enjeux du réseau des partenaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Il s'agit d'un site internet qui vous est donc dédié, qui est dédié aux partenaires du plan climat. Il vient en remplacement de l'extranet que vous utilisez sûrement lors de la dernière période d'engagement. Et donc l'extranet, il était devenu un peu vieillissant, il était assez peu ergonomique et surtout, il ne permettait pas une bonne animation du réseau. Donc on a décidé de refondre complètement ce site internet. Et donc, peut-être que je peux faire une démonstration. Alors, bien sûr, n'hésite pas donc à prendre la main sur l'ordinateur. Ouais, alors, on n'a pas ouvert le site, donc tu vas prendre le temps de le faire et puis de se connecter. Donc, on va sortir de ça. Et l'adresse, c'est planclimat.grenoble-alpes-métropole.fr. Et donc, elle est dans le support qui vous sera envoyé. N'hésitez pas pendant ce temps-là à poser vos questions sur la démarche et sur le mécanisme d'accompagnement, puisqu'on aura un petit temps ensemble pour y répondre, sachant que vous êtes évidemment toutes les trois dédiées donc, aux partenaires et notamment donc, par commune, et qu'en vous contactant, on saura vers qui se tourner si on veut avoir plus d'informations. C'est bon? La connexion est faite? Et bien super. Donc voilà, en avant-première, parce que le site vient juste d'être mis en ligne. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil du site, en premier, on y trouve la rubrique actualité et aussi la rubrique agenda. Donc, ces deux rubriques-là, elles ont vocation à recenser des actualités et des événements en lien avec les thématiques climat, air, énergie et à différentes échelles du territoire, aussi bien national que régional, métropolitain ou même plus local, au niveau communal. Et donc, dans ces rubriques-là, on souhaite également mettre en avant vos actualités et vos événements. Donc, n'hésitez surtout pas à me les envoyer directement ou même à Maud et Maury. On s'assurera de faire le relais et de les valoriser sur le site. Donc, si je remonte un peu au niveau du menu. Donc, la première rubrique, c'est plan climat, air, énergie. Donc, dans cette rubrique-là, les pages de cette rubrique, elles vont vraiment vous donner toutes les informations sur le nouveau plan climat avec la synthèse grand public notamment, les objectifs, ou encore les différents résultats de l'Observatoire du plan climat qui vous ont été présentés juste avant par Gladys. Et vous pouvez notamment y retrouver en téléchargement la dernière lettre d'information de l'Observatoire qui est sortie il y a quelques semaines. La deuxième rubrique dans le menu, c'est les partenaires. Donc si je vais sous des acteurs engagés, là vous y trouverez une cartographie des différents partenaires. Donc elle va être amenée à évoluer au fil du temps. Plus il y aura de partenaires, plus elle va s'étoffer. Et dans cette cartographie, si je prends l'exemple de Mélan, on découvre qu'en fait, chaque partenaire, donc chacune des communes actuellement partenaires, bénéficie de sa propre page. Et donc, dans la page qui est dédiée à la commune, on y trouve le bilan qui vient juste d'être finalisé, le bilan de l'année 2020, et également l'ensemble des fiches de suivi des années précédentes, donc depuis le début de votre engagement dans la démarche. Donc, c'est des fiches qui ont été récupérées de l'ancienne extranet. Et puis la nouveauté de la plateforme, c'est la rubrique Agir, donc qui contient à peu près une quinzaine de pages thématiques sur l'ensemble des sujets du plan climat qui vous ont été présentés par Maud juste avant. Et donc ces pages thématiques, elles ont vocation à amener des éléments de contexte aux différentes actions qui vous sont proposées dans le cadre du catalogue d'actions. Et donc si je prends l'exemple de la page patrimoine bâti, en fait toutes ces pages thématiques, elles sont construites de la même manière. La première rubrique, c'est l'essentiel, qui présente de manière succincte et plutôt non exhaustive les enjeux de la thématique. Donc, voilà, je fais juste dérouler pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça fait des renvois aussi vers d'autres pages thématiques. La deuxième rubrique, c'est les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, elles vont présenter 2 à 4 initiatives communales en lien avec la thématique et à chaque fois, il y aura le contact. Ici, par exemple,
le contact d'une personne référente dans la commune afin que vous puissiez vous mettre en relation avec cette personne si vous souhaitez mener la même action sur votre territoire. Et j'en profite pour remercier les communes qui m'ont donné du temps pour alimenter cette partie-là. Donc merci beaucoup pour votre temps. Et enfin, la dernière partie de ces pages thématiques, c'est les ressources qui vous invitent à aller plus loin sur cette thématique avec des sites internet ou alors différents documents, voire même, comme ici, des structures régionales ou locales qui peuvent vous accompagner. Donc si on remonte un peu, on trouve également sur le site une boîte à outils. Donc dans cette boîte à outils actuellement, il y a la plateforme C2E et il y a également la charte d'engagement. Et puis, il y a toute une partie qui est uniquement accessible avec un identifiant. Donc, je vais faire la démarche en direct, comme ça vous verrez comment ça se passe. Il y a plein de questions sur le site. Voilà, et donc c'est l'espace partenaire qui est accessible uniquement avec un identifiant. Et donc dans cet espace partenaire, il y a notamment l'annuaire des partenaires, où l'idée de cet annuaire, c'est vraiment de faciliter la mise en relation entre les différents membres du réseau. Et donc, ça se formalise par un moteur de recherche. Par exemple, si je cherche quelqu'un de l'ALEC, je tape et là, je trouve les 3 personnes de l'ALEC qui sont enregistrées sur le site, donc qui bénéficient d'un accès, d'un identifiant sur le site, avec leurs fonctions, leurs coordonnées, pour pouvoir se mettre en relation. Et donc, juste pour finir, donc sur cet espace partenaire, il y aura aussi des documents qui n'ont pas vocation à être communiqués largement, tels que des comptes rendus de réunion, qu'on mettra dans cet espace-là. Et puis, il y aura également une newsletter qui sera envoyée à toutes les personnes inscrites, une newsletter mensuelle, qui vous informeront des différentes nouveautés du site et qui mettront aussi en avant des actualités, des agendas, et notamment vos actualités et vos événements. Voilà pour la présentation du site. Très bien. Et donc, juste une précision, on va laisser à l'écran effectivement les contacts, on y revient juste après. J'ai quelques questions pour vous 3, donc on en profite. La plateforme qu'on vient de voir, le site, il est uniquement pour les partenaires? Non. Si, tout à fait. C'est pas un site grand public. D'accord. C'est vraiment un site qui est dédié aux partenaires. On est vraiment sur des sujets très thématiques avec des outils qui sont dédiés aux partenaires et donc principalement aux communes, mais qui sera amené à évoluer au fil du temps. S'il y a d'autres types de structures qui deviennent partenaires du plan climat, on sera tout à fait amené à faire évoluer le site. Je vais juste préciser ma question. Partenaire engagé ou partenaire pas encore engagé? Alors, ça peut être les deux. L'idée, c'est voilà. D'une part, si on est engagé, on trouve des informations sur le site. Et si on n'est pas engagé, on trouve aussi les différents outils. On en apprend un peu plus sur le plan climat. Et on peut aussi avoir une action de ce qu'on pourrait faire au sein de sa commune ou au sein de son entité comme action en lien avec le plan climat. Super. Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de signataires déjà de communes qui ont signé? 21 communes signataires actuellement. 21 sur les 49 que compte la métropole. Sur les 49, ce qui est déjà beaucoup. Un beau score. Surtout que c'est des communes qui représentent une grande partie de la population, mais on vous attend plus nombreuses pour cette nouvelle période. D'accord. Il va y avoir la conférence des maires. Est-ce que l'engagement des communes dans le plan climat, c'est un sujet qui va être abordé? Vous savez? Non. Je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais voilà, on le fait en live. Hein, on va se renseigner. Voilà, on va se renseigner. On note les questions et on... Exactement. Alors bien sûr, toutes vos questions, je vais en citer quelques-unes, mais je le rappelle, toutes vos questions vont être récupérées du chat et vous aurez d'une manière ou d'une autre sur le site ou en vous contactant les réponses qui vous seront données. Une commune qui s'engage, qu'est-ce qu'elle doit budgétiser prioritairement, selon vous? Comme ça, à chaud. Compliqué, hein, comme question. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, la priorité, c'est d'élaborer le plan d'action. Après, le budget, il dépend aussi du plan d'action et à la fois, le plan d'action dépend du budget. Donc, je ne pense pas qu'on puisse répondre à cette question. La seule chose, c'est peut-être déjà budgétiser des gens pour travailler sur le plan d'action. Dégager du temps, des chargés de mission si vous en avez. Et voilà, que le plan climat ne soit pas un sujet qui passe après les autres parce que les gens n'ont pas de temps à y consacrer. Je pense que c'est ça le plus important. D'accord. Voilà, cette budgétisation, elle va se faire au fur et à mesure. Au moment de la mise en œuvre des actions, par contre, c'est vrai qu'il y a besoin vraiment d'énergie humaine à consacrer à ce moment de réflexion stratégique. Et puis, il y a aussi besoin d'y consacrer une place importante dans la commune, et y compris dans une dynamique transversale, donc en impliquant
un maximum d'hectares. D'accord. Deux autres questions, enfin trois même. Sur l'aspect construction de la charte, si je sais à peu près ce que je veux faire, donc je suis une commune, c'est bon, c'est calé, il y a même quelqu'un qui s'en occupe. On peut signer tout de suite? C'est bon, c'est rapide, ça se fait vite? Alors, on vous demande de nous voir. Donc, déjà, on demande qu'à ce qu'il y ait quand même un temps d'échange même si vous savez ce que vous voulez faire, pour qu'on en discute, tout simplement. Et après, oui, vous pouvez vous engager dès que possible. Il n'y a aucun souci là-dessus. On ne va pas gâcher de l'énergie et voilà. Bien sûr. En fait, ce qui est important, c'est finalement la concertation avec vous parce que vous avez cette vision globale, parce que vous connaissez les outils, parce que ça rentre dans un champ parfois réglementaire, etc. Donc, c'est aussi pour faciliter la mise en œuvre. Pour partager, oui, on demande que ce plan d'action soit partagé et qu'il soit partagé en interne aussi, que l'ensemble des agents et des élus concernés connaissent ce plan d'action, puissent réagir à ce plan d'action. Et voilà, que ce ne soit pas une personne qui décide en quelque sorte seule ou plus ou moins seule d'un plan d'action. Donc, mais à partir du moment où c'est partagé en interne et partagé avec nous, la commune peut s'engager. D'accord. Et autre question Oui, pardon. Et puis on est là pour vous aider, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est ça. Et à l'inverse, est-ce qu'on est obligé de s'engager tout de suite dans les 2 mois? Est-ce qu'il y a une date limite par rapport au contact qu'on pourrait avoir avec vous? Donc, il n'y a pas de date d'expiration après laquelle le plan climat disparaît, heureusement. Donc, c'est vrai qu'on attend de vous que vous vous engagez au plus tôt pour pouvoir ensuite avoir du temps pour mettre en œuvre ces actions sur votre mandat. D'autant plus qu'il y a une dynamique qui est toujours forte dans les communes en début de mandat. Donc, il faut s'engager évidemment au plus tôt. Après, voilà, c'est une réflexion stratégique qui va engager votre commune sur des actions très transversales et pour les 6 ans à venir. Donc, ça demande quand même un minimum de réflexion. Donc, on prendra le temps de vous accompagner à votre rythme pour que vous puissiez vous engager au mieux. Très bien. Et dernière question, parce que je pense qu'elle est importante. On parle depuis tout à l'heure de partenaires communes, mais il existe d'autres types de partenaires. Les bailleurs sociaux, les entreprises, les associations, enfin bon, tous les acteurs finalement aussi économiques du territoire. Si on a par exemple quelqu'un qui nous écoute qui est bailleur social, ça veut dire qu'il veut s'engager et il n'y a rien comme document, comme outil, comme mécanisme d'engagement qui est mis en place pour cette typologie de partenaires? Alors pour le moment, c'est vrai qu'on est très orienté commune parce que tout simplement, voilà, c'était notre cible prioritaire et le temps qu'on avait, on l'a consacré aux communes. Néanmoins, bien entendu, on va chercher ensuite à avoir d'autres partenaires et notamment les bailleurs, comme vous avez cité, mais pas que, les entreprises, d'autres structures. Donc contactez-nous et en fait, on construira ces outils ensemble. Et après, outils qui pourront être utilisés pour les autres structures. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là aussi pour les autres partenaires. Très bien. On reboucle, Agnès, sur les infos pour le site. Voilà, je voulais juste terminer en disant que je vous invite à consulter ce site, à vous familiariser avec lui et puis à me faire des retours également parce que vous avez tous et toutes une expertise. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si par rapport au contenu, il y a des choses à rajouter ou autre. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. À demander votre accès aussi, parce que pour alimenter l'annuaire des partenaires, vous devez avoir un accès au site. Donc vraiment, à travers le formulaire de contact, envoyez-moi un message et puis je vous créerai un accès. Également, inscrivez-vous à la newsletter. Il y a également un formulaire dédié sur le site. Et puis, vos actualités, vos événements, le site est là pour les valoriser. Donc n'hésitez pas à m'en faire part également. Voilà. Très bien. On va clôturer cette séquence, peut-être reprendre votre place, Agnès, et je vais accueillir à nouveau Pierre Véry pour quelques mots justement sur ce mécanisme d'engagement. Bonjour. Bonjour. Alors, rebonjour. Alors, je peux vous assurer que nous sommes menés d'une main de maître par Carole. Le timing est impeccable. Vous l'avez compris, dans cette deuxième séquence, le mot d'ordre est mobilisation générale. Alors, je ne suis pas un général, mais c'est tout à fait ça. Mobilisation autour donc, des 5 axes d'engagement de la charte. Donc, nous avons besoin de tous les partenaires, au rang desquels, vous l'avez compris, les communes jouent un tout premier rôle pour atteindre nos objectifs. L'enjeu de mobilisation des communes, il est à la fois sur la réduction des émissions liées à leur patrimoine bâti et roulant, sur les enjeux d'adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité, mais aussi sur leur rôle de relais des politiques métropolitaines en tant qu'échelon de proximité du territoire. Je le rappelle, les émissions de gaz à effet de serre de notre métropole proviennent pour moitié des émissions directes, 20% les logements et bureaux, 17% l'industrie, 14% les transports, et pour l'autre moitié des émissions indirectes,
27% ce sont les achats de biens, 22% l'alimentation. Les émissions indirectes sont donc responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Elles nécessitent des changements de comportement pour atteindre les objectifs de réduction. Et ces changements de comportement, vous l'avez compris, sont les plus difficiles à obtenir. C'est donc bien une mobilisation de tous les acteurs qu'il nous faut mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Je rappelle, et nous proposerons en début 2021, des événements autour de la signature des premières chartes d'engagement, probablement au printemps. Je crois que j'avais une question justement sur la charte. Alors, je rappelle que j'ai abordé en conférence des maires, lors de la présentation du service public de l'efficacité énergétique, la charte d'engagement. On n'est pas rentré dans le détail. Je suis revenu lors du Conseil métropolitain du mois de novembre avec le vote de la délibération. Mais si besoin, effectivement, on pourrait revenir tout à fait dans une conférence des maires sur une présentation un peu plus en détail de cette charte. Sachez qu'en tant que maire de la commune de Gières, je travaille avec mes élus et un groupe de travail pour la signature de cette charte et pour être prêt au printemps 2021. Très bien, merci. Pierre, Merci on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse, je vais prendre votre place, donc je vais vous laisser sortir. Voilà. Juste avant de parler maintenant d'actions un peu exemplaires qui ont été menées par certaines communes et de donner donc la parole aux partenaires, je vais vous proposer une petite pause de 5 minutes. Rebonjour à tous, j'espère que vous avez profité de ces quelques minutes pour vous dégourdir et prendre un café ou un thé. Nous revoilà dans cette deuxième partie du forum Plan Climat. Nous allons vous présenter quelques actions remarquables qui ont été menées par des partenaires qui sont engagés dans ce Plan Climat. La première action, c'est celle d'une commune. Il s'agit de Saint-Martin-le-Vinou, qui a souhaité répondre donc favorablement à une demande des habitants qui était de mettre en place un marché de producteurs. Donc, je vais lancer le film depuis l'écran pour que vous puissiez voir ça en images. C'est une demande des habitants, c'est quelque chose qui manquait vraiment sur notre commune, que de pouvoir à la fois avoir des lieux de proximité pour acheter effectivement des fruits, des légumes, mais aussi pour nos producteurs de pouvoir vendre de manière plus directe leur production. Sur le lieu de vente du village, qui est vraiment le lieu où on a voulu mettre en place un marché pour nos producteurs locaux, nous avons tout simplement, et dans un premier temps, pris contact avec nos producteurs locaux, et notamment un producteur, qui a été vraiment pour nous une porte d'entrée en fait, pour l'organisation, la mise en place de ce marché, réfléchir effectivement au créneau, à quel jour on allait pouvoir effectivement mettre en place ce lieu-là, sous quel format. Et aujourd'hui, les gens veulent acheter à proximité de chez soi. Et ça se confirme puisque nos marchés sont de plus en plus fréquentés. Je suis un producteur de la commune. J'ai trouvé que l'idée était intéressante, évidemment, d'arriver à fédérer des producteurs locaux sur un marché local, d'autant que finalement, les produits locaux sont de plus en plus demandés. Mais quasiment ce qui va manquer, ce sont les producteurs locaux. Et effectivement, c'est des lieux de vie, oui, c'est des lieux où on peut valoriser nos produits. Ce genre de marché peut permettre effectivement à des gens de se lancer. Et il faut qu'il y ait des gens qui se lancent, parce que la demande en produits locaux, elle augmente. C'est un moment qui est sympathique parce que ça permet de voir d'autres parents d'élèves. Puis après, en termes pratiques, y a un maraîcher qui fait des légumes bio, locaux, donc c'est super intéressant. C'est très pratique parce que ça permet un petit complément en cours de semaine, donc c'est bien, c'est fonctionnel aussi, quoi. Et on a plein de ressources et des choses très qualitatives, et voilà. Donc c'est un plaisir. L'alimentation locale plus particulièrement est un enjeu pour la commune, puisque l'idée c'est de faire travailler en circuit court pour plus largement répondre aux défis environnementaux, éviter de faire venir des produits de loin, travailler avec des producteurs locaux, les laitages, les fromages, les viandes. L'alimentation locale est déjà un enjeu fort pour la commune de Saint-Martin-de-Vinou. Le précédent plan Air Climat, nous allions déjà dans ce sens-là, et nous allons continuer et faire plus encore sur la prochaine période. Voilà,
Un témoignage qui est toujours intéressant parce que c'est vrai que les expériences... alors attendez, je vais peut-être pas parler en même temps que je ferme mes onglets, ça va être plus compliqué. C'est en train de repartir. Voilà, je suis retrouvée. Mes petits, bien. Oui, je disais que c'était toujours intéressant de voir quelles actions sont menées par d'autres communes et puis vous avez en plus des contacts. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la totalité de ce qu'on est en train de se dire. Il y aura un replay qui sera accessible sur ce site dédié aux partenaires dont nous avons parlé. Alors, deuxième action qu'on voulait partager avec vous, c'est autour des îlots de chaleur urbains. Qui a été notamment un dossier et une action menée par les villes de Grenoble et d'Échirolles. Donc, nous allons tout de suite recevoir Anne-Cécile Fouvet, qui est en charge des projets Air-Climat à la direction de l'environnement et du cadre de vie de la ville de Grenoble, et Agnès Ken, responsable du service environnement et développement durable à la direction vie durable de la ville d'Échirolles. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Je vais vous donner peut-être... Alors, attendez. Pourquoi je suis à cet endroit, en l'occurrence? C'est pas vos slides, ça. Si, voilà, si, ça devrait être bon. Voilà, merci. Je vous en prie. Je vous rappelle donc à vous qui nous écoutez que vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions. Je les récupérerai juste après cette présentation. Et d'ailleurs, moi j'en ai une pour commencer. Îlot de chaleur urbain. C'est quoi ça? L'îlot de chaleur urbain, bonjour à tous, c'est un phénomène en fait d'écart de température entre le centre-ville et sa périphérie. Et c'est un phénomène essentiellement nocturne. On observe vraiment cet écart de température pendant la nuit, en particulier l'été, en période de canicule. Or, c'est la nuit que les organismes vivants, donc le corps humain, récupèrent de la journée. Et c'est pour ça que du coup, ce phénomène d'écart de température qui se creuse entre le centre-ville et sa périphérie est un vrai enjeu au niveau sanitaire. D'où l'intérêt de mieux comprendre ce phénomène et l'étudier. Et c'est pour ça du coup qu'on a fait appel à un climatologue urbain qui s'appelle Xavier Froissart. Et c'est un vrai métier en fait, la climatologie urbaine. Et on a donc engagé cette démarche de meilleure connaissance du phénomène d'îlot de chaleur urbain en parallèle avec la ville d'Échirolles. Et donc cette démarche, effectivement, elle se déroule en deux étapes. La première étape, c'est essayer vraiment, par une cartographie, en fait, de comprendre les formes urbaines et comment est-ce qu'elles influent sur cet îlot de chaleur urbain. Et la deuxième étape dont vous parlera Agnès, c'est une étape qui est plus basée sur de la métrologie, sur de la mesure de température. Donc, la première étape dont je vais vous parler, c'est donc ces indicateurs de forme urbaine qui créent l'îlot de chaleur urbain. Ils sont au nombre de 5, ces indicateurs, liés à l'occupation du sol. Donc, c'est la présence des bâtiments, leur densité, la présence ou non de végétation, qu'elle soit publique ou privée, les surfaces imperméabilisées, la hauteur des bâtiments, et puis le fameux Sky View Factor. Donc ça, c'est une notion qu'on apprend aussi quand on commence à réfléchir à ces sujets d'îlot de chaleur urbain. Le Sky View Factor, en fait, c'est la notion d'effet canyon, où on a effectivement une mesure de la vision du ciel vue du sol. Donc ce Sky View Factor, il va de 0 à 1. 0, c'est quand vraiment les bâtiments sont très serrés, on a un grand effet canyon. Et 1, c'est quand on est dans une prairie, par exemple, où on voit vraiment l'ensemble du ciel. Donc c'est vraiment la vision qu'on a du ciel depuis le sol qui crée ce facteur, Sky View Factor. Donc voilà, ces 5 indicateurs, on les a cartographiés. Enfin, c'est Xavier Froissart qui nous a aidé à faire cette cartographie des 5 indicateurs. Et on en a ensuite tiré un indicateur synthétique avec une note sur 5. Et cet indicateur synthétique, on l'a ensuite déployé selon 2 classements. Un premier classement selon le découpage administratif, qui est le découpage le plus connu en fait dans nos collectivités, les découpages par quartier. Du coup, pour chacun de nos quartiers, on a le pourcentage de végétation, le pourcentage de surface bâtie, de surface imperméabilisée, et du coup, au final, l'îlot de chaleur urbain potentiel sur chacun des quartiers. Mais en fait, un quartier est composé de façon pas du tout homogène. Il peut comporter des grands bâtiments, des zones pavillonnaires, un parc. Du coup, quand on veut étudier le climat urbain, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'unité climatique urbaine. Et donc, c'est la deuxième notion qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est la notion de LCZ,
donc les Local Climate Zones, qui sont donc ces unités climatiques urbaines qui associent vraiment une forme urbaine homogène avec un effet sur le climat local. Et donc, ces Local Climate Zones, elles sont effectivement référencées dans une nomenclature qui est reconnue au niveau international. Ce sont les Canadiens qui ont inventé cette nomenclature, et donc elle a été déclinée et reprise à l'échelle européenne. Et c'est vraiment un des socles, en fait, pour cette réflexion sur la climatologie urbaine. Avec, là, on voit par exemple la LCZ2, ce sont les bâtiments à hauteur modérée et assez dense. La LCZ numéro 5, ça va être des bâtiments à hauteur modérée mais un peu plus ouverts. On a une LCZ qui va représenter les parcs ou les zones pavillonnaires. Donc à partir de là, effectivement, l'ensemble de nos indicateurs de végétation, de surface imperméabilisée, on les passe du coup sur cette maille de LCZ et on arrive à identifier l'îlot de chaleur urbain potentiel dans chacun de ces secteurs en fonction de la forme urbaine. Mais là, du coup, ce qui nous manque, c'est effectivement l'intensité et la fréquence de l'îlot de chaleur urbain. Et c'est là où je passe la parole à Agnès, parce que c'est par la mesure qu'on arrive effectivement à comprendre plus précisément comment se déroule le phénomène au fil de l'été. Alors les deux villes, effectivement, sont engagées dans la même démarche, à des stades peut-être un peu différents, mais vous avez aussi fait une cartographie. Et vous en êtes, vous, au stade de la mesure, c'est ça? Mesure des températures, en fait. Voilà. Pour avoir cette intensité dont vous parliez à l'instant. Donc effectivement, avant d'arriver à cette étape, comme l'expliquait Anne-Cécile, l'idée c'est qu'on est obligé de passer par une première étape de caractérisation de la morphologie urbaine du territoire, donc sur le même schéma que ce qui a été fait pour Grenoble, et Chirol l'a fait aussi, c'est ce qu'on peut voir sur la carte présentée. Donc là, c'est bien la carte qui a été faite selon le découpage des LCZ dont parlait Anne-Cécile. Donc là, en reprenant pour chacune des LCZ dont on retrouve le découpage sur cette cartographie, des indicateurs de morphologie urbaine ont été calculés. Nous, plus précisément, c'était sur les fractions d'occupation du sol. C'est ce qu'on retrouve sous forme de camembert tricolore pour chaque LCZ. Et c'est ce qui permet de représenter la fraction de surface imperméabilisée, surface bâtie et surface végétalisée. En complément donc de ce travail, deux campagnes de mesure et d'analyse de température ont été réalisées pour l'été 2019 et pour l'été 2020 grâce à l'implantation de 32 capteurs de température et de stations météorologiques. Donc on peut voir sur cette carte, sur tous les points de mesure qu'il y a eu, donc qui sont représentés par des petits ronds de couleur, on a en fait pu mesurer l'intensité de l'îlot de chaleur urbain, et pour chacun de ces points de mesure, on a la moyenne de l'intensité de chaleur urbain qui a pu être mesurée durant ces deux étés. Donc on va avoir par exemple comme moyenne maximum, on a pu observer une moyenne de 2,9 degrés donc, qui se trouve au niveau du centre-ville. Donc cette mesure correspond en fait à ce qui a pu être observé pendant les nuits où l'îlot de chaleur urbain s'est manifesté. Donc là, c'est la moyenne. On peut dire qu'en moyenne, on observe entre ce point de mesure et le point de référence qui se situe au sud-est de la ville, au pied de la frange verte. Donc c'est la différence observée entre ces deux points, une moyenne de 2,9 degrés. Là, on est sur une moyenne, c'est-à-dire que pour certaines nuits, on peut observer une différence de température qui avoisine les 4 degrés. Il y a eu une mise en corrélation qui a été faite entre les indicateurs de morphologie urbaine et les températures qui ont été enregistrées. Et cette corrélation, en fait, a permis de caractériser, même de spatialiser l'îlot de chaleur urbain par modélisation sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ce qu'on peut observer sur cette cartographie. Et donc c'est ce qui permet de connaître en tout point du territoire de la ville l'intensité de l'îlot de chaleur urbain. Et c'est ce qui permet évidemment d'identifier les zones à enjeu au regard de l'îlot de chaleur urbain.
Très bien. Donc à partir de ce travail qui a été réalisé et qui est, pour le petit clin d'œil, piloté par ma collègue Émilie Rousset, donc sur la base de ce travail, il y a un projet qui est en cours, c'est le développement d'un outil SIG qui devrait permettre notamment de déjà visualiser les indicateurs de morphologie urbaine, de suivre les températures et l'intensité, l'évolution de l'intensité de l'îlot de chaleur urbain, et surtout de permettre une analyse croisée de l'îlot de chaleur urbain, de son intensité et de données sociodémographiques, qui devrait permettre en fait d'identifier, quand même, de pouvoir superposer les populations vulnérables, les densités de population concernées par l'îlot de chaleur urbain. On comprend bien que l'îlot de chaleur urbain, il doit se manifester sur une zone commerciale la nuit, ça a peu d'impact, ça a peu d'enjeux. Par contre, sur un quartier à forte densité de population et en plus avec des populations vulnérables, là on est sur des enjeux plus forts et donc on va pouvoir identifier des endroits où il va falloir agir en priorité. Et enfin, c'est un outil qui vise aussi à pouvoir apporter une aide à la décision dans les projets d'aménagement en se fixant des objectifs limites d'imperméabilisation, voire de désimperméabilisation, de végétalisation de certains quartiers. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'actions. Il y a le fait de modifier cet environnement pour pouvoir baisser ces températures, ou en tout cas de se dire si on fait un aménagement, est-ce qu'il va avoir une incidence ou pas. Donc c'est aussi de la prévention. Absolument. Par rapport à ces îlots de chaleur. Personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les malades Voilà, les enfants, les personnes âgées, les personnes aussi en précarité qui n'ont pas forcément l'opportunité de se déplacer et de même partir en vacances l'été pendant les périodes de forte canicule et qui vont rester en ville, qui n'ont pas forcément la possibilité de partir à la montagne. Voilà. Effectivement, oui, les jeunes enfants, les personnes isolées aussi. Oui. Donc voilà. Il y a du monde. Oui, il faut s'occuper effectivement de tout le monde. Merci pour ces précisions. C'est vrai que nos villes, évidemment, ont des incidences pas que sur le climat, mais aussi sur notre santé. Et c'est bien effectivement de pouvoir travailler sur ce sujet. Je vais voir s'il y a des questions qui vont me venir de la régie sur ce thème des îlots de chaleur urbains. J'en ai une, moi, pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des actions opérationnelles qui ont été engagées ou programmées par vos villes respectives? Oui, par exemple, on l'a vu, des facteurs qui influencent l'îlot de chaleur urbain, c'est l'imperméabilisation des sols. Du coup, à Grenoble, on est en train d'expérimenter la désimperméabilisation des sols et on a commencé par un travail sur les cours d'école et en particulier la cour de l'école Clémenceau. En fait, il y a 3 cours dans cette école et au lieu de rénover le bitume, on est parti sur une logique effectivement de plantation, de pelouse, de copeaux de bois, de sable, de jardins potagers pour vraiment essayer de désimperméabiliser cette cour et du coup on est à pratiquement 30% de la cour maintenant qui est désimperméabilisée. Pour un meilleur confort, effectivement, autant de journées que d'éviter cette surchauffe nocturne. D'accord, je crois qu'il y a un projet d'école aussi, dans le même principe. Voilà, absolument dans le même principe. Donc c'est la cour d'école Marcel David, où c'est en programmation et donc les études de maîtrise d'œuvre sont en route et l'idée c'est de passer de 80% de cours imperméabilisés à plus que 20% et après sur les mêmes principes de traitement, copeaux, pavés enherbés, des zones ensablées, etc. Ok, j'ai 2 questions qui me sont remontées. Merci d'ailleurs de les avoir posées. Première question, c'est finalement, est-ce que vous projetez déjà de continuer ces campagnes de mesure par la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on était juste sur une première phase de cartographie et de température, mais est-ce que vous allez continuer à mesurer? Oui, absolument. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir automatiser justement les mesures de température qui tournent en continu toute l'année, donc depuis l'été 2019. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir suivre aussi les événements exceptionnels qui se déroulent sur la ville. Très bien. Quel est l'accompagnement? Quelles sont éventuellement les aides
pour faire établir un tel diagnostic dans notre commune qui ne serait pas à Grenoble ou Échirolles? Ah bah ça, c'est une bonne question pour William Meunier, je crois, qui intervient après, parce que c'est vraiment une question qui s'adresse à la métropole. Bon, très bien. Une solution est déjà prévue pour ça. Alors, nous verrons ça juste après. Et juste avant, justement, de l'accueillir, moi, toujours sur le volet opérationnel, quelles seraient, selon vous, ou la priorité dans un premier temps, quand on traite de ce sujet-là? Qui veut répondre? Déjà, ce serait de ne pas aggraver les situations. Donc, c'est-à-dire qu'il existe encore des lieux qui sont préservés, qui peuvent être des zones de fraîcheur. On sait que l'augmentation de la population appelle à des nouveaux projets d'aménagement. Et l'idée, c'est justement d'utiliser des outils qui permettent de modérer et de pouvoir continuer à se développer de manière durable. Et donc, de pouvoir créer des projets qui intègrent bien toutes ces contraintes du réchauffement climatique. Très bien, merci pour ces précisions. Alors j'imagine que ce type d'initiative qui est porté par les communes, comme les vôtres, elles vont évidemment dans le sens des enjeux du plan climat, et c'est aussi de formidables boosters pour l'action métropolitaine. Vous en parliez à l'instant, donc on aimerait effectivement entendre sur ce point le chef du service environnement air climat à la direction des contractualisations et de l'environnement. Nous allons accueillir William Meunier, s'il est pas très loin de nous, et il va arriver sur notre plateau. Et je vais lui laisser la place. Voilà. Bonjour William. Je vous en prie. Quelques mots de conclusion sur ce sujet. On vous écoute. Alors, en deux mots, j'ai fait enlever mon masque, pardon. En deux mots, donc, merci en tout cas aux villes d'Échirolles et Grenoble du travail qui a été effectué. C'est pour nous, c'est pour la métropole une source d'inspiration. Et donc, on va engager une étude de même nature, donc à l'échelle métropolitaine, sur la base de la méthodo qui vous a été présentée, puisque on y a travaillé ensemble, même si effectivement les villes ont été très, très dynamiques sur cette question-là. Donc, elles nous ont un peu servi de locomotive. Et donc, l'étude démarrera en 2021. On a sollicité l'appui de la URG pour mener ce travail à bien. On aura l'appui d'un bureau d'études également. Et donc, on se rapprochera des communes concernées qui seront amenées aussi à contribuer à ce travail-là, en vue d'une restitution courant 2021. Et l'idée, c'est de déployer un réseau de mesures qui soit coordonné entre la métropole, les communes impliquées, et de se doter un peu des outils de pilotage et de suivi de ces sujets-là. Voilà. Très bien, ce qui permettra aussi, puisque c'est une des questions que tout le monde se pose, c'est comment on va répondre effectivement à un besoin croissant de fraîcheur l'été, s'il y a augmentation des températures et réchauffement climatique. Ça va permettre justement d'avoir des outils et des moyens pour s'interroger. L'idée, c'est en premier de consolider un peu nos connaissances sur le sujet et derrière de déployer de manière opérationnelle en essayant de lutter contre ce phénomène d'îlot de chaleur. Et de partager les bonnes pratiques finalement entre les différentes communes qui vont petit à petit trouver aussi des solutions, parce qu'on n'a pas trop abordé les solutions, mais il y a quoi? Il y a la densité évidemment de construction, j'imagine, la végétalisation aussi, c'est ça, c'est les deux grandes voies essentielles. Peut-être ramener de l'eau d'une manière ou d'une autre. J'en vois dans les restaurants, quand ils sont ouverts, on a des rafraîchisseurs, donc bon, il y a peut-être des actions de ce type-là, mais pour ça, il faut pouvoir mesurer, c'est ça. Et puis du coup, c'est vraiment aussi ce qu'on essaye de bien différencier. Il y a deux stratégies, il y a vraiment la stratégie de journée et la stratégie pour la chaleur de nuit. Et là, ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec l'eau de chaleur urbain, c'est plutôt le phénomène d'écart de température qui se creuse pendant la nuit. C'est-à-dire qu'en ville, la température ne descend pas pendant la nuit, lors des fortes chaleurs. Et c'est vraiment ce phénomène nocturne qu'on aimerait mieux comprendre et qu'on aimerait un peu assouplir ou adoucir en tout cas. Et puis en parallèle, effectivement, il y a tout ce travail sur le confort thermique de journée sur l'espace public pour que les gens continuent à fréquenter l'espace public en étant confortables. Et c'est là où la place de l'eau a tout à fait un rôle à jouer. Et l'eau qui rafraîchit, c'est vraiment quand les gens peuvent aller au contact de l'eau. Donc dans les communes, on essaye de déployer effectivement un service qui permet aux habitants d'aller au contact de l'eau pour se rafraîchir pendant la journée. Se rafraîchir pendant la journée, essayer de rafraîchir la nuit pour que le corps se repose et recharge les batteries, parce que c'est ça l'enjeu. Et grâce à la cartographie, à la morphologie des villes et à la mesure de température, et bien sûr aux actions menées
de concert entre les communes et les partenaires et bien sûr la métro. J'ai tout dit? Très bien. Merci beaucoup à tous les trois pour ce passionnant sujet. Je vais vous laisser quitter le plateau, comme ça je pourrai récupérer ma place. Merci à vous tous. Merci. Et on va continuer avec une troisième action exemplaire. Je récupère mes outils, je fais ça en direct avec vous. Troisième action exemplaire qui concerne cette fois-ci le CHU de Grenoble. Dans le plan climat Air Énergie, ils sont très engagés, ils sont d'ailleurs tous engagés. Donc je vais lancer le film pour que vous voyez ça en images tout de suite maintenant. C'est parti. L'engagement du CHU Grenoble en matière d'environnement et de développement durable est clairement explicité dans le projet d'établissement du CHU et on est tous partie prenante pour essayer de diminuer au maximum l'empreinte environnementale du CHU. Il y a 3 axes de travail, donc l'énergie, la mobilité et la gestion des déchets. Sur l'énergie, c'est tout ce qui est apporté sur le système de management de l'énergie, dont le but c'est d'améliorer les performances énergétiques de l'établissement. En 2014 est apparue la nécessité de rajouter un 4e groupe de production d'eau glacée à notre production dédiée au bloc opératoire. Production qui a besoin de froid même en hiver. Donc c'est là où on s'est posé la question d'intégrer un groupe qui puisse récupérer les frigories extérieures afin de les intégrer de manière gratuite à notre réseau. Ce système se met en route à partir d'une certaine température extérieure, donc en dessous de 12 degrés, on commence à récupérer l'énergie sur l'air extérieur. Depuis 2014, le CHU de Grenoble a investi sur des solutions LED. Nous remplaçons nos éclairages existants par des solutions LED lors de campagnes de relamping. Avec le coût d'énergie actuel et le coût d'achat de nos produits, on obtient des retours sur investissement inférieurs à 18 ans sur nos solutions LED. Cette année, moi, ce que je voulais mettre en avant au niveau du CHU, c'était le plan de mobilité, puisque ça concerne aussi bien les déplacements domicile-travail que les déplacements professionnels, que la gestion de la flotte de véhicules, donc autant en termes de rationalisation des usages que de rendre la flotte plus propre. Et puis concernant la flotte de mobilité, donc c'est un travail qui a été engagé par le responsable de la flotte du CHU, avec notamment, on a plus de 50% de notre flotte de véhicules, des ateliers, des services techniques qui est électrique. Et actuellement, on se tourne vers le GNV. C'est à noter que c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration avec les services de la métro. On a adhéré à la démarche MPRO, mais aucun plan d'action ne peut fonctionner s'il n'y a pas une implication totale des gens, des usagers en fait, au quotidien. Voilà pour ce qui concerne la parole des partenaires. Alors maintenant, troisième partie de notre forum. Nous allons parler du dialogue qui s'établit entre les partenaires, les acteurs et bien sûr la métropole. Vous savez que c'est important cette démarche. Il y a des dispositifs qui sont mis en place évidemment par la métropole pour que tous ces acteurs du territoire, communes, citoyens, que tout le monde s'approprie ces démarches, ces dispositifs. Et c'est cette articulation finalement qui est importante entre les partenaires, quels qu'ils soient, on l'a vu, pas que les communes, les citoyens bien sûr, et la métropole. Comment développer particulièrement, c'est notre sujet du jour, le tri des déchets sur l'espace public avec l'engagement des communes de la métropole. Pour en savoir plus, nous accueillons Rachel de Souza, responsable mission planification à la direction prévention, collecte et traitement des déchets. Bonjour. Bonjour. Christine Carabi, développeuse économique au service commerce artisanat. Bonjour. Bonjour. Et Gilou Audemars, responsable des espaces extérieurs. Bonjour, de la ville de Domaine. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Alors, je vais pour des questions de évidemment, sécurité, me déplacer. Est-ce que vous souhaitez que je vous donne la zapette pour passer les slides? Ou vous voulez que je le fasse pour vous? Dites-moi ce qui est préférable pour vous. Vous le prenez? Allez, allez. C'est la flèche qui est en bas. Voilà. Alors, on est ravis de vous accueillir tous les trois. Vous allez nous partager une expérience concrète qui a été mise en place, les détails du dispositif qui connaît un grand succès donc, dans la ville de Domaine. Est-ce qu'on peut revenir quelques instants déjà sur les grands enjeux du tri des déchets pour la communauté de communes avec vous, Rachel? Oui, donc
La politique déchets a de grandes ambitions dans le cadre d'un schéma directeur déchets qui a été élaboré en 2017 et approuvé par le Conseil métropolitain, lié surtout au besoin de reconstruire les 3 outils de traitement qui servent à traiter en fait les 3 poubelles des habitants. Donc on doit reconstruire le centre de tri, on doit reconstruire l'usine d'incinération et moderniser l'unité de compostage où on va rajouter une étape de méthanisation pour produire du biométhane et l'injecter sur le réseau GRDF. Ces 3 outils, donc c'est des investissements très importants, plus de 200 millions d'euros. Et tout l'enjeu, c'est de faire adhérer tous les habitants, les usagers du service collecte, puisque si on n'arrive pas à faire changer les comportements, les outils seront soit trop grands, soit trop petits. Puisque là, vous avez en photo donc, les futurs outils. Le centre de tri, on le construit plus grand, de 12 000 tonnes. L'usine d'incinération, on va la construire plus petite, de moins 30 000 tonnes. Donc il faut absolument que les objectifs qu'on voyait avant de réduire la poubelle grise, donc les ordures ménagères résiduelles, de moitié, et d'augmenter la valorisation des déchets recyclables à 2/3, il faut qu'on les réussisse. Sinon, on va avoir un gros problème d'ici 10 ans quand on aura fini de moderniser tous ces outils. Bien sûr, il y aura cohérence et il faut que ça se cale. Donc le tri, il faut qu'il soit présent partout, pas seulement chez l'habitant, mais sur l'espace public et qu'il soit bien compris de l'usager, qu'il soit à l'école, au bureau, sur son lieu de travail ou chez lui. Très bien. Alors, il y a une action qui a été menée notamment dans ce sens-là. On revient un peu sur l'historique de la démarche avec vous, Christine. Oui, du coup, on a travaillé de concert la direction du développement économique et la direction des déchets pour faire l'état des lieux des déchets sur les marchés. En fait, on est une agglomération dans laquelle on a beaucoup de marchés, puisqu'il y a 61 marchés différents. Ça fait à peu près 128 séances de marché hebdomadaires. Donc, c'est un gros volume et ça représente, d'après notre état des lieux, entre 2000 et 2800 tonnes de déchets. Donc du coup, il y a une grosse production de déchets qui sont liés au marché et on sait qu'il y a 87% de déchets qui sont recyclables. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart de ces déchets, ils partent en vrac parce que les commerçants laissent les déchets sur place. Il y avait quelques communes qui avaient déjà expérimenté des fonctionnements un peu différents, mais quand même peu. Et donc du coup, en ayant conscience de l'ampleur de ce phénomène, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on mette en place une expérimentation qui permette de travailler sur ce gisement de déchets-là qui n'était pas traité. Et on a voulu expérimenter dans des situations un petit peu différentes. Puisque les situations étaient vraiment très différentes entre les grosses communes, les petites communes, et même au sein d'une commune entre les petits marchés et les gros marchés. Du coup, on est arrivé en travaillant de manière collective entre les collègues des déchets, les communes et les commerçants à expérimenter en fait sur au départ 4 lieux différents, quatre types différents de marchés. D'expérimentation différentes aussi. Ouais. On a expérimenté à Clé pour un petit marché, puisqu'on n'a que 4, entre 3 et 5 commerçants. On a essayé d'expérimenter à Visil pour un marché qui était moyen. Et on a expérimenté à Domaine, parce que le Domaine est un grand marché. Et on va vous parler spécialement de l'expérience de Domaine, parce que c'est une expérience qui a très bien marché en fait. Il y a eu vraiment une collaboration très étroite entre les services de la ville de Domaine et les services de la métropole. On a accompagné les commerçants pour que ça fasse une expérimentation qui est très réussie et qui est exemplaire au point qu'on a créé un guide à l'usage des communes dans lequel on se sert de l'expérimentation qu'on a menée à Domaine. D'accord, si on revient justement sur ce dispositif, on remarque qu'il y a différentes choses qui sont mises en place. Donc peut-être parler, juste avant de passer la parole à Gilou, parler du principe en fait. Oui, en fait, avant le montage de cette expérimentation, le marché de Domaine qui est sur une très grande place devant la mairie, les commerçants, ils laissaient leurs déchets sur place, à côté de
à côté de leur stand. Et du coup, les agents communaux venaient récupérer leurs déchets pour les emmener, les enlever de la place et les traiter derrière. Mais du coup, les gestes de tri étaient très limités. Bien sûr. Et là, on se retrouve avec 5 flux. Voilà, donc différents. Du coup, il y a un espace de tri qui a été identifié clairement grâce à la collaboration avec les services techniques. Et il y a des bacs qui ont été mis en place avec le tri des déchets alimentaires, des bacs de recyclage poubelles vertes classiques pour tous les déchets plutôt plastiques des commerçants, quelques bacs quand même de déchets résiduels et une benne que les services de la ville de Domaine ont mis en place où il y a une différenciation entre les déchets carton et les déchets cagettes. Ce qui nous permet d'avoir en fait les flux qu'on a montrés dans la diapositive précédente qui sont tous bien identifiés et triés de manière indépendante. D'accord. Et Gilou, alors justement, vous êtes partie prenante de cette expérience, on m'a dit énormément de bien de votre implication sur ce sujet. Comment ça s'est passé? Vous avez été accompagné par les équipes qui étaient en place? Au départ, c'est un souhait de la commune et des élus de mettre en place le tri sur le marché de Domaine. Ouais. Parce que bon, on fait trier les gens, donc pourquoi pas les commerçants? Bien sûr. Et du coup, on est en partenariat avec la métro qui nous ont bien aidés parce qu'ils sont passés pas mal de jeudis à accompagner les commerçants pour leur apprendre à trier parce qu'il faut apprendre. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, vous étiez sur le terrain. Hein. C'est pas que une conception, on va dire, et une réflexion sur comment on trie, mais c'est aussi de sensibiliser en permanence. C'est des piqûres de rappel tout le temps parce que parce que ça marche bien pendant des fois 15 jours, 3 semaines. Après, faut faire une petite piqûre de rappel parce qu'il y a des commerçants qui oublient un petit peu. Ouais. Donc, c'est important. Ouais. Bien sûr. À votre avis, pourquoi ça a marché particulièrement chez vous? C'est quoi les ingrédients de la réussite, si on essaye de les lister? L'information, beaucoup. Oui. Beaucoup d'informations, et puis pas avoir peur d'aller voir les commerçants et on va dire leur tenir tête, parce qu'ils sont un peu bourrus pour certains, et leur faire comprendre que c'est pas pour les embêter, c'est aussi pour la planète, on va dire. Hein. Bien sûr. Et puis, je crois qu'il faut arriver à les convaincre peut-être aussi parce que ça leur demande, j'imagine, un petit peu de temps quand même après le marché en tant que tel pour faire ce tri ou pas? Là, nous, on a mis un endroit où ils viennent trier leurs déchets sur la place. Ils font peut-être 50 mètres, aller pour le plus loin. S'ils les ramèneraient, eux, dans les déchetteries, ils prendraient plus de temps. Oui, c'est ça. Et ça leur coûterait plus cher. C'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne solution. J'imagine aussi que dans la réussite, il y a aussi, vous le disiez, c'est la volonté de la commune de contribuer, parce qu'il y a forcément à un moment un engagement politique aussi, de mettre des ressources, ne serait-ce que des personnes, pour aller dans ce sens-là. On n'a pas parlé du cadre réglementaire, mais il faut quand même rappeler à l'ensemble des communes et donc des commerçants qui seraient sur les marchés, pour celles des communes qui auraient envie de vous suivre, et finalement d'aller chercher votre expertise pour gagner du temps et faire la même chose demain. Il y a des cadres réglementaires quand même, il y a une obligation, je crois, à trier. Oui, déjà. Depuis 2016, en fait, il y a l'obligation de tri en 5 flux. Donc papier, carton, le métal, le plastique, le verre et le bois, de manière différenciée. Et le tri des biodéchets aussi est imposé à partir du moment où il y a un certain tonnage par an. Sachant qu'en fait le tonnage des biodéchets il va très vite puisque on a fait une simulation. Si un primeur jette 20 litres de fruits et légumes à la fin de son marché, ça fait 4,5 tonnes par an. Donc il suffit d'avoir 3 commerçants ou 2 commerçants et demi qui vendent des fruits et des légumes sur un marché pour atterrir aux 10 tonnes minimum qui rendent obligatoire le tri des biodéchets. C'est ça. Et peut-être si je peux rajouter au-delà de l'obligation, donc on vient cette année de déployer le tri des déchets alimentaires pour les habitants sur la commune de Domaine, donc avec le choix soit d'un bioseau pour composter dans son jardin, soit d'un bioseau pour verser dans un bac marron, donc le nouveau bac qui est donné aux habitants. Et donc, il y a aussi une cohérence, au-delà du seuil et au-delà de l'obligation réglementaire, c'est que les déchets alimentaires sont triés sur la commune
Voilà. En globalité, tout le monde est concerné, commerçants et... Ok. Combien de temps il a fallu pour mettre tout ça en place, Gilot? Vous avez dit de nombreux jeudis, donc j'imagine que le jeudi, c'est le jour du marché. Voilà, c'est voilà. le marché Merci du d'ailleurs matin. d'être là aujourd'hui. Oui. Merci. Je sais pas, à peu près 2-3 mois pour bien mettre en place le fonctionnement. C'est ça. Et puis après, c'est un suivi tous les jeudis. Hein. Bien sûr, bien sûr. Faut pas lâcher, faut pas. Ouais, les habitudes sont longues à changer. Hein. Il faut arriver à trouver. Au départ, ils comprennent pas trop que c'est c'est pas contre eux, que c'est pour tout le monde. C'est ça. Et des fois, il y en a qui ont du mal à comprendre. Est-ce on est en capacité aujourd'hui de mesurer les bénéfices? Peut-être déjà, je sais pas, est-ce qu'il y a des frais du coup qui sont en moins ou on avait parlé de redevance, me semble-t-il, ensemble. Oui, au niveau des bacs, oui. Nous, ça a diminué de moitié à peu près de la redevance. Ah oui, quand même. Oui, donc c'est significatif. Oui. D'accord. Et en termes peut-être aussi, s'il y a moins de déchets, parce que c'est vrai qu'on les connaît, nos marchés, hein, en fin de 12-13 heures, là ça commence il y en a de partout. Donc il y a, j'imagine, le temps aussi de nettoyage des agents de la commune. Voilà, ça a diminué aussi parce que du coup, on n'a pas passé dans le marché pour récupérer les cagettes, les cartons, tout ça. Donc on a récupéré peut-être 1 heure ou deux, entre 1 heure et 2 heures, suivant les marchés, de moins en nettoyage. D'accord. Puis ça doit être quand même plus agréable aussi pour les gens d'avoir une place de la mairie qui est belle, qui est propre. Oui. Donc j'imagine que c'est agréable. J'ai une question également sur le changement de mentalité. On disait c'est pas facile effectivement de faire changer les habitudes en tout cas, mais par contre vous avez quand même certains commerçants qui jouent le jeu, et non seulement qui jouent le jeu mais qui vont plus loin entre guillemets sur le tri, et qui ont mis en place des actions vis-à-vis donc des usagers, enfin c'est les citoyens qui viennent acheter. Vous pouvez nous en parler de ces actions? Oui, il y a des commerçants qui ont mis en place avec leurs clients de leur demander d'amener des sacs à eux pour éviter d'avoir des déchets, des cagettes aussi. Il y a des commerçants qui amènent aussi leurs cagettes en plastique pour éviter d'avoir des cartons et des cagettes. Donc ils les réutilisent. Donc ils les réutilisent à chaque fois, ils les récupèrent, ils les réutilisent. Ok. Et on avait évoqué, le fromager aussi, qui, je crois, fait venir les gens avec leur propre emballage ou un Tupperware, ce qu'on veut. Voilà. Mais lui, il n'a plus d'emballage. C'est comme ça, c'est réglé. Et il a par contre, je crois, un autocollant, c'est ça, qui précise. Oui. Ok. Oui, donc ça, finalement, ça veut dire que non seulement si on met en place ce type d'action, évidemment, on contribue au tri, on contribue à la propreté et à la récupération. Parce que 87%, c'est ça qui sont récupérables, c'est quand même énorme. Mais en plus, on a une espèce de boucle vertueuse qui se met en place et finalement, on a des prises de conscience et donc des changements aussi. Je pense que le déchet attire le déchet, inversement, la propreté attire un autre type de comportement, c'est ça? Et puis, c'est plus agréable pour tout le monde. En fait, c'est plus agréable pour tout le monde. Au final, c'est vrai que le changement de comportement, il peut être compliqué. Enfin, il a fallu quand même une force de persuasion pendant comme disait Gilou, de nombreuses séances de marché pour arriver à ce que tous les commerçants participent. Mais au final, leur marché est beaucoup plus agréable. Et puis effectivement, tout le monde est content, tout le monde peut tirer parti de ça. Il y a une meilleure image du marché. Les techniciens et les élus de la ville de Domaine sont contents d'avoir un marché qui est vertueux et les consommateurs aussi. Donc finalement, ça tire tout le monde vers le haut. C'est ça. Par ricochet, ça amène tout le monde dans la démarche. Très bien, merci pour ces explications et bravo surtout. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, nous avons là une expérience qui a été menée avec succès. Nous avons en plus maintenant, vous avez tâtonné forcément pour la mise en place. Maintenant, vous avez déjà des réflexes. Donc n'hésitez pas surtout à vous renseigner. Moi, j'ai quelques questions puisqu'on a un tout petit peu le temps de la part de notre public. Donc je vous les pose. Est-ce que les taxes peuvent être incitatives pour le tri? Qui veut me répondre là-dessus, ou est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors oui, effectivement, là c'est le cas, puisqu'en fait on a un tarif qui est bien plus avantageux sur les bacs verts ou les bacs marrons que sur le bac gris, puisque le bac gris va à l'incinérateur, ce qui coûte le plus cher. Donc effectivement,
Oui, je crois que c'est le double maintenant. Donc quand la commune passe une convention avec la métropole, donc la redevance spéciale, pour qu'on puisse collecter ces déchets qui ne sont pas ceux de l'habitant, et bien du coup, effectivement, il y a ce caractère incitatif sur le moins on collecte de bacs gris et le montant de la redevance est moins élevé. D'autant qu'on a bien compris que dans 10 ans, on aurait moins de capacité pour trier ce bac gris. Donc, on va monter en puissance sur les autres. Très bien. Où vont les flux récupérés dans les bennes? C'est quoi le circuit Donc, dans les bennes, c'est carton et cagette. D'accord. Donc, nous, on y amène dans une déchetterie professionnelle sur domaine. D'accord, qui est spécialisée là-dedans. Qui est spécialisée là-dedans. Ok, très bien. Donc, en fait, finalement, c'est la commune qui prend en charge ce qu'auraient dû faire les commerçants par obligation, de toute façon. Donc, finalement, si on doit faire quelques 50 mètres ou 100 mètres pour aller jeter ces cartons, on gagne quand même sacrément du temps, ça évite des allers-retours, et puis ça fait moins de pollution aussi, j'imagine. Donc, on a un double effet qui se coule, si on peut le dire comme ça. Quid de la prévention des déchets dans les marchés? Alors, je ne sais pas quelle est la question qui est... C'est l'étape d'après. L'étape d'après. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, d'accord. C'est un des objectifs qu'on va avoir là durant 2021 et qui sera probablement déployé de manière plus large en 2022. L'idée, c'est de travailler avec les commerçants pour voir comment on peut effectivement éviter les déchets à la source. C'est des questions sur lesquelles on a déjà commencé à réfléchir, mais c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs... au final, les déchets qui sont créés, il y a plusieurs types. Par exemple, pour prendre un exemple tout bête, Gilou parlait tout à l'heure des cagettes. On a X modèles de cagettes parce que ça paraissait aux techniciens complètement évident qu'il fallait passer aux cagettes réutilisables en plastique. Sauf qu'en fait, en fonction des produits, on a X modèles de cagettes et en fonction de la provenance des produits, on a aussi X modèles de cagettes. Donc, c'est pas si simple de faire passer tout le monde aux cagettes plastiques. Bien sûr. Les emballages, ils peuvent aussi servir de publicité. Quand on a une marque ou quand on est... le sac, même s'il n'est plus en plastique, il peut être en papier. Le sac, il a votre logo, l'identité de votre entreprise et c'est aussi un vecteur de communication pour les entreprises. Donc, il faut qu'on aille un petit peu plus loin là dans la réflexion pour proposer des solutions qui conviennent à tout le monde et qui permettent d'éviter les déchets à la source. Très bien, merci pour cette action exemplaire qui montre bien à quel point le dialogue finalement entre les partenaires, alors encore une fois communes, mais aussi bailleurs sociaux demain, mais aussi entreprises, mais aussi associations, tous les partenaires et la communauté de communes, la métropolitaine évidemment, c'est important. Je vais vous proposer de quitter notre plateau. Merci beaucoup d'être venu. Merci Gilou pour la disponibilité un jeudi. Merci à vous. Jour de marché. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, les outils sur la démarche, les dispositifs, les chartes d'engagement pour vous, partenaires potentiels ou partenaires déjà actuels avec les évolutions et l'ensemble de la facilitation qui vous est apportée. La parole des partenaires avec 3 exemples que nous avons vus à la fois par les films et puis c'est les îlots de chaleur urbains qui sont des sujets complexes mais sur lesquels vous voyez il y a des actions qui sont menées et qui sont exemplaires. Et puis cet exemple de dialogue entre un partenaire ou des partenaires et la métro, c'est évidemment tout l'enjeu de ce forum que de vous donner un aperçu de ces différentes actions. Nous allons le clôturer pour ça 2 choses. Je vais demander évidemment à Pierre Véry, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé de l'air, de l'énergie et du climat, de nous rejoindre pour une conclusion et je vous reprends juste après pour 2-3 informations avant de clôturer ce forum. Pierre, c'est à vous. Merci Carole, alors j'en profite, je vais tomber le masque, comme on dit. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte quand même qu'on se retrouve en chair et en os, parce que ce distanciel commence à nous peser. Donc un remerciement tout d'abord aux partenaires, Cinedia, Carole Benamou pour l'organisation de ce forum à distance vraiment très très bien organisé. Bien évidemment les partenaires, les communes qui ont témoigné, les services de la métropole pour l'organisation de ce forum, et puis l'agence locale de l'énergie que je présidais dans le précédent mandat et avec laquelle j'ai toujours le plaisir de travailler. Vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est tous mobilisés, tous mobilisés. Sur la question de la transition énergétique et écologique, j'ai envie de dire sans boutade, nous avons 2 priorités, baisser les consommations et baisser les consommations.
C'est très clair. Il faudra pour cela isoler les bâtiments, qu'ils soient privés, publics, tertiaires. C'est l'objectif des campagnes Murmure. Nous devrons mettre en œuvre la sobriété, et c'est peu de le dire, mais c'est important aussi de le rappeler et de la mettre en œuvre. Et je rappelle que les énergies renouvelables ne couvriront les besoins que si nous baissons nos consommations de manière drastique. L'importance également d'engager tout le territoire et tous les territoires dans cette dynamique pour que le service public de l'efficacité énergétique touche l'ensemble des cibles, les particuliers, les copropriétés, les entreprises et les commerces, et bien évidemment le secteur public, les communes. En ce qui concerne le plan climat, on le rappelle, on va signer début 2021 les premières chartes d'engagement avec les communes. Donc je vous donne rendez-vous début 2021, mesdames et messieurs les maires, pour vous engager plus fortement dans le plan climat. Nous avons, au cours de cette période et dès le début 2021, réactivé un certain nombre de structures associées. Je pense au conseil scientifique, en collaboration et en étroite collaboration avec la ville de Grenoble, Grenoble capitale verte européenne en 2022. Les dispositifs d'interpellation citoyenne, je vais y revenir, et puis le comité d'orientation partenariale, qui est l'ancien copil du plan climat, qui est bien évidemment réactivé avec l'ensemble des partenaires et également les partenaires des territoires voisins. Nous lançons également beaucoup d'études en ce début d'année 2021, un scénario de rupture pour aller plus loin et réviser le plan climat et énergie métropolitain avec les nouveaux objectifs qui sont fixés par l'Europe, moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990, qu'il nous faudra donc recaler par rapport à 2005. Et puis une étude santé-environnement qui vient d'être lancée. Et enfin, ça a été l'objet de quelques présentations, une étude sur les îlots de chaleur urbains. Enfin, rappelons-le, la mobilisation des habitants, des citoyens est très importante. Nous venons de lancer, nous avons démarré avec Pascal Clouer, vice-président à la participation citoyenne et à la culture, les ateliers participatifs autour de la sobriété. Et puis, nous renforcerons en 2021, bien sûr, la communication grand public autour du plan climat et énergie métropolitain. Voilà. Pour conclure, deux rendez-vous. Un rendez-vous pour le forum, le prochain forum PCAM qui se déroulera à la fin de l'année 2021. Et last but not least, je vous annonce en première le lancement d'une convention citoyenne pour le climat à l'échelle de la métropole dès l'année 2021. Donc à toutes et à tous encore un grand merci et je vous dis à très bientôt en présentiel cette fois-ci. Très bien, merci. Restez avec moi quelques instants. On va clôturer ensemble évidemment ce moment. Alors, quelques informations à vous donner. Donc, je vais m'adresser à vous tous. Vous pourrez évidemment retrouver l'ensemble des questions que vous nous avez posées et surtout des réponses sur le site dédié dont on a parlé tout à l'heure sur la plateforme. Vous pourrez également retrouver le replay de cette émission puisque je sais que certains d'entre vous avaient des conf calls notamment et ont dû partir. Et d'ailleurs, vous aviez des remerciements à ce sujet. J'ai vu passer ça dans le chat tout à l'heure pendant la pause. Pour terminer, j'aimerais vous dire à tous, puisqu'habituellement, quand on clôture ce genre d'événement, on vous souhaite de bien vous porter. Eh bien, pour une fois, évidemment, je vous souhaite de bien vous porter, mais surtout, j'aimerais bien m'adresser à la Terre. Alors, notre Terre, que tu te portes bien. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour un plan forum, évidemment. Et cette fois-ci, ce forum, il sera en live. On y croit. Bonne journée, au revoir.